Bonjour, merci, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui sont encore en train de manger. C'est bien parce que ça donne un caractère un peu plus informel, donc ça devrait être un peu moins stressant. En fait, cet après-midi, ce que je veux faire, c'est vraiment présenter les changements climatiques. En fait, j'ai un peu changé le titre et puis j'espère que ça ne vous décevra pas. Je vais quand même parler d'approche et de solutions, mais c'est plus dans la perspective de parler des enjeux, en fait. C'est un sujet qui est assez complexe, les changements climatiques, c'est très vaste, ça touche à plein d'aspects de nos vies, en fait. Et le but de la présentation, c'est vraiment plus d'introduire des éléments de réflexion. Je pense que la salle, elle est très hétérogène en ce qui concerne votre familiarité avec le sujet. Je sais qu'il y a des gens qui ont collaboré à des projets avec nous, donc qui sont très familiers avec le sujet, d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Donc, c'est un peu pour juste mettre la table, introduire le sujet. Peut-être, ça a été bien introduit ce matin, mais c'est peut-être le ramener un peu plus à l'échelle du Québec et ce que ça veut dire pour le Québec. L'idée, donc, c'est vraiment exposer à la fois les impacts des changements climatiques pour tout ce qui est écosystèmes et végétaux, en fait, pour montrer comment les impacts des changements climatiques sont susceptibles d'affecter ces éléments, mais c'est aussi de présenter l'architecture du paysage comme une avenue très importante pour l'adaptation, la mise en œuvre de solutions pour nous aider à composer, en fait, avec les impacts des changements climatiques pour plein d'enjeux, donc allant de la gestion des eaux de pluie jusqu'aux enjeux de santé publique. Donc, en fait, dans la présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer, en fait, qu'on est déjà engagé dans un processus de changement climatique, montrer un peu les effets, comment c'est perceptible au Québec, montrer aussi quelques tendances qu'on anticipe pour le futur, pour des paramètres qui sont peut-être plus importants, justement, pour la végétation, et aussi juste présenter quelques outils qui ont été développés, soit en collaboration avec mon organisation, ou par des gens qui sont membres de notre réseau, par des organisations membres de notre réseau. Et peut-être juste pour commencer, en fait, je voulais juste introduire, en fait, parler un peu d'Ouranos pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que ce que je présente aujourd'hui, c'est pas tant le travail que j'ai fait, mais c'est plutôt présenter le résultat de recherche qui est fait au travers de mon organisation. Donc, en fait, Ouranos, c'est un organisme sans but lucratif qui est vraiment à l'interface entre le développement des connaissances, la recherche scientifique et la prise de décision, avec l'objectif vraiment de venir s'assurer que les décisions qui sont prises, les choix qui sont faits sont basés sur la meilleure science possible ou la meilleure science disponible. On est une organisation donc dont les membres, en fait, on est basé à Montréal, mais notre réseau s'étend à l'échelle du Québec et même plus loin. On a été créé par le gouvernement du Québec en collaboration avec Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement, en fait, Environnement Canada, en partenariat aussi avec plusieurs universitaires. Donc, on a été puiser de l'expertise au sein de ces universités. Puis l'idée, c'était vraiment de mettre en commun à la fois les ressources financières, techniques et humaines pour optimiser la recherche qui se faisait sur les changements climatiques, donc faire de la recherche appliquée pour répondre à des préoccupations et des enjeux, en fait, en réponse à nos membres ministériels, entre autres. Notre mission, donc, c'est vraiment de développer la connaissance, acquérir et développer la connaissance à la fois sur les changements climatiques, comment le climat évolue, mais aussi sur les impacts et ses vulnérabilités, dans le but toujours de conseiller sur les meilleures stratégies à prendre pour l'adaptation au niveau local et régional. On publie des ouvrages synthèses, en fait, qui font un peu l'état de la connaissance périodiquement. Donc, on est en ce moment en train de préparer un autre ouvrage synthèse. Et sur notre site Internet, vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur les projets qu'on développe, dont des documents sur une page, des résumés sur une page pour l'ensemble de la programmation chez nous. Donc, on travaille à la fois sur la science du climat, mais aussi sur les impacts et l'adaptation au changement climatique, donc qui couvre, en fait, vraiment tout entre l'environnement bâti jusqu'aux écosystèmes, en passant par la santé, la forêt, l'agriculture et ainsi de suite. Je pense que je n'ai pas trop à m'étendre sur le sujet du phénomène d'effet de serre dans la salle ici. En fait, ce que je voulais surtout mentionner, c'est qu'en
en changeant la concentration des émissions de gaz à effet de serre, en changeant les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on vient amplifier ce phénomène d'effet de serre sur la planète. Et en fait, là où je veux surtout attirer votre attention, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a une responsabilité humaine, en fait, ou une cause humaine associée à ça. Juste pour vous montrer, en fait, que depuis l'ère industrielle, l'augmentation de ces concentrations dans l'atmosphère, donc je nomme ici les principaux, le CO2, le méthane et le N2O, juste pour montrer l'augmentation assez impressionnante, donc depuis l'ère industrielle et depuis notre plus grande dépendance sur les énergies fossiles, pour montrer aussi qu'elles ont une durée de vie très longue. Et c'est ce qui fait en sorte que ce qu'on émet dans l'atmosphère maintenant est là pour rester. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans la lutte contre les changements climatiques, il y a vraiment deux réponses nécessaires et ça prend vraiment une approche complémentaire et équilibrée, non pas égale, mais équilibrée, entre à la fois la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour s'attaquer aux problèmes à la source et éviter, en fait, un changement auquel on ne serait pas capable de s'adapter, mais reconnaître aussi qu'on est déjà engagé dans un processus, on a déjà émis des gaz à effet de serre qui ont une durée de vie très longue et qui sont là pour rester. Et donc, inévitablement, le climat est en train de se changer. On n'a pas le choix de s'adapter. Et donc, l'action, en fait, de mon organisation se situe vraiment au niveau de l'adaptation, mais toujours en gardant en tête qu'il faut absolument ne pas proposer des solutions qui aggravent la situation ou qui l'amplifient. Juste pour montrer de manière un peu plus conceptuelle comment tout ça s'opère avant de tomber vraiment pour expliquer comment le climat est en train de changer au Québec, juste pour montrer qu'en modifiant donc la composition, en fait en augmentant les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on vient changer sa composition et ça vient agir sur les grands paramètres climatiques, soit les tendances à très long terme, la variabilité du climat, les phénomènes extrêmes aussi, mais comprendre en fait que les changements climatiques, ce n'est pas uniquement des événements extrêmes, qu'il y a des changements qui s'opèrent aussi sur des tendances à plus long terme qui peuvent aussi affecter beaucoup en fait l'environnement naturel, aménagé ou bâti, affecter aussi les populations et les différentes activités socio-économiques, surtout celles qui dépendent plus fortement de conditions climatiques comme la foresterie, l'agriculture ou même le tourisme. Donc, en fait, ce que je vais faire dans le reste de la présentation, c'est un peu illustrer par des exemples, en fait, comment tout ça s'opère. Donc, au Québec, en fait, on est en mesure maintenant de mesurer, en fait, depuis la moitié du dernier siècle, qu'il y a effectivement un changement climatique qui s'opère, un réchauffement qui se produit. Ça se produit à l'échelle planétaire, mais on le voit aussi, on le constate aussi au niveau du Québec, dans un exercice qui a été fait avec le ministère de l'Environnement du Québec pour examiner un peu comment les températures avaient évolué, les températures annuelles avaient évolué entre 1960 et 2003, donc au cours des 50 dernières années, pour regarder, en fait, pour constater qu'il y avait eu effectivement une augmentation à l'échelle annuelle d'à peu près 1 degré Celsius sur une période de 50 ans, ce qui peut sembler peu. On se dit qu'1 degré, c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut le comprendre vraiment comme une quantité d'énergie très, très importante pour augmenter une température sur un territoire aussi grand de ce niveau-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le réchauffement s'est surtout fait sentir dans le sud-ouest de la province, quoique plus on avance avec les années, plus on constate que même les régions vers le golfe du Saint-Laurent se réchauffent également. Puis plus on monte vers le nord, bien, plus les changements sont importants et sont en valeur absolue importante. Ce qu'on constate, c'est que les hausses sont surtout perceptibles dans les saisons estivales et hivernales. Elles sont beaucoup plus marquées sur les températures minimum que maximum, donc il fait de moins en moins froid. Les températures la nuit sont plus chaudes. Les hivers sont nettement moins froids partout au Québec. Et puis c'est ça, plus on monte vers le nord et plus le changement est important. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est capable de voir ces effets, on commence à être capable de voir les effets sur le territoire québécois, notamment par des changements au niveau de l'environnement naturel. Qu'on parle donc dans les régions arctiques et subarctiques du Québec, on va beaucoup parler de dégradation du pergélisol avec des effets donc pour
les infrastructures qui sont construites dessus. Une réduction aussi du couvert de glace et de neige qui est vraiment importante dans ces régions parce que les routes hivernales, enfin les routes de glace, les chemins de glace sont très, très importants pour l'accès au territoire, les liens entre les communautés aussi dans ces régions où les populations sont très, les communautés sont très isolées. L'érosion côtière aussi qui est en accélération dans la région maritime du Québec. Donc, pour ceux qui auraient été sur la Côte-Nord ou dans la Gaspésie ou aux îles de la Madeleine récemment, vous avez certainement ou même vu aux nouvelles les tempêtes impressionnantes auxquelles sont exposées ces régions et une érosion qui se quantifie presque en termes de mètres par année de recul du territoire dans certains endroits. Des changements ou des fluctuations beaucoup plus importantes au niveau des cours d'eau. Donc, on assiste aussi à une récurrence peut-être plus importante des inondations, une intensité un peu plus importante, mais aussi avec des périodes de sécheresse et de périodes d'étiage beaucoup plus sévères, donc des fluctuations plus importantes avec toute une série d'impacts associés. On note qu'avec des hivers moins froids, une saison plus courte, que le printemps arrive plus rapidement et que ça joue sur la productivité des végétaux et un changement dans l'aire de répartition des animaux, enfin de la faune et de la flore. Ça, c'est pour ce qu'on constate à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on est capable de mesurer sur le territoire. Avec Ouranos, en fait, on fait aussi des projections, des simulations du climat pour voir comment tout ça peut évoluer dans le futur. Et on le fait, pour des horizons, en fait, qui peuvent varier en fonction du sujet qu'on aborde. Mais souvent, on va le regarder pour à peu près le milieu du siècle, en fait, qui peut correspondre à une durée de vie d'infrastructure, par exemple, et ainsi de suite. Et la façon en fait, il y a plusieurs façons de le représenter, mais pour le montrer de manière un peu plus concrète, en fait, on peut venir représenter le climat auquel on est habitué, les normales climatiques, par exemple, ici, les températures saisonnières estivales pour le Québec, en fait, où on voit que, par exemple, dans la partie sud-ouest du Québec, la température moyenne en été, elle varie entre 16 et 20 degrés à peu près, et donc avec des températures plus extrêmes là, au cours de la période estivale. Quand on vient rajouter les changements climatiques, on voit que la température moyenne, la température saisonnière, elle augmente même de manière assez significative. Je ne sais pas si on voit très bien sur l'écran, mais la partie plus au sud, elle est plus foncée, donc correspondant à des températures moyennes plutôt de l'ordre de 24 à 28, avec donc des extrêmes plus élevés, des périodes ou des vagues de chaleur plus importantes, plus fréquentes, potentiellement plus longues aussi. On peut faire le même exercice au niveau des températures hivernales, et là, on voit que les changements sont encore plus importants. On passe de température moyenne, et puis en fait, plus on monte vers le nord, plus c'est important, mais température moyenne en hiver de l'ordre de moins 4 à moins 8, ou de moins 8 à moins 12 plutôt, jusqu'à des températures plutôt, justement, plus proches du moins 4, plus proches des températures autour du zéro, donc avec, on imagine bien, plus de cycles gel-dégel potentiellement en pleine saison hivernale. On peut faire l'exercice aussi en ce qui concerne d'autres types de variables climatiques, comme les précipitations, où là, on constate qu'en été, en fait, on n'anticipe pas des très grands changements en termes de quantité totale. Par contre, on s'attend à ce que les systèmes soient plus instables, quand il y a plus d'énergie, plus de chaleur dans l'atmosphère. C'est une atmosphère avec plus d'énergie qui est plus instable, avec des systèmes orageux plus fréquents. Donc, on s'attend à ce que, même si globalement les précipitations ne changent pas en termes de volume total, les patrons de précipitations, le régime des précipitations pourrait changer avec des événements orageux, des événements intenses beaucoup plus fréquents et plus de précipitations aussi en hiver, mais potentiellement plus de précipitations sous forme de pluie. Donc, quand on peut regarder aussi pour voir comment le couvert de neige, ou en fait, à quoi les hivers vont ressembler en regardant, par exemple, comment le couvert de neige au sol, à quoi il ressemble au mois de mars à peu près, qui donne une assez bonne indication de la quantité totale qu'on aurait pu recevoir en hiver. Et là, on voit que toute la partie sud du Québec en particulier, on voit une nette diminution de l'ordre de 2 à 20 de moins de neige, en fait, reçue par année,
en parallèle au fait qu'on s'attend à plus de précipitations, donc on s'attend donc à plus de pluie en hiver ou plus d'événements de pluie ou de redoux en hiver. Et puis, on peut aussi regarder d'autres types de paramètres comme les cycles gel-dégel. Ça aussi, ça peut être important pour les végétaux, en constatant qu'en fait, on ne s'attend pas forcément à un très grand changement en termes de nombre de cycles gel-dégel. Par contre, on s'attend à ce qu'il y en ait plus en hiver et que ça se termine plus tôt au printemps et que ça commence plus tard à l'automne. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile, en fait, des périodes de cycle gel-dégel ou des redoux hivernaux, beaucoup plus difficiles à la fois pour les infrastructures, mais aussi pour les végétaux. Tout ça, en fait, a des effets. Donc ça, c'est vraiment sur le plan du climat, mais tout ça a des effets, évidemment, pour l'environnement naturel. Et une des façons, en fait, une des transformations qu'on observe, c'est vraiment au niveau du cycle hydrologique. C'est-à-dire qu'on regarde, en fait, ce que le graphique ici montre, la ligne plus épaisse, ou c'est un hydrogramme, donc la ligne plus épaisse montre le cycle annuel avec les mois allant de janvier à décembre en bas de l'écran. L'exercice a donc été fait pour simuler à quoi pourrait ressembler ce cycle hydrologique avec en climat futur, avec les changements climatiques auxquels on s'attend, pour un bassin versant dans le sud-ouest du Québec. Et ce qu'on constate, en fait, pour plusieurs simulations, plusieurs modèles, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un changement dans le cycle hydrologique avec des débits beaucoup plus importants en hiver, donc avec des hivers plus courts, moins d'englacement et plus de précipitations. On s'attend à ce que les débits soient plus importants en hiver, avec un devancement de la crue au moment où la fonte au niveau printanier, et une crue potentiellement moins importante parce que, oh là là, 5 minutes, d'accord. Juste, en fait, ce que je veux faire, je vais changer ma stratégie. Tout ça pour vous dire qu'en fait, très rapidement, des changements au niveau du cycle hydrologique vont évidemment s'accompagner de risques d'inondation, mais aussi des problèmes d'étiage potentiellement plus sévères en été. On a eu au cours entre 2000 et 2012, en fait, plusieurs étés où il y a eu des problèmes très sérieux au niveau de l'étiage ou au niveau des sécheresses. Beaucoup d'impact aussi au niveau de la biodiversité parce que le climat ou les conditions climatiques ont un très fort impact, en fait, régissent assez fortement les processus comme la croissance, le métabolisme, les processus phénologiques aussi, les interactions entre les espèces, la fréquence des événements perturbants, enfin, ou des perturbations naturelles. Donc, plusieurs impacts pour la végétation, mais je voulais aussi juste introduire les endroits où le climat pouvait, pas le climat, mais où l'architecture du paysage, où les architectes paysagistes pouvaient jouer un grand rôle en tant que, pour introduire des solutions, en fait, pour d'autres enjeux qui sont aggravés par les changements climatiques. Donc, on parle de gestion des eaux de pluie, je l'ai mentionné tout à l'heure, où les changements climatiques vont modifier l'intensité, la durée et la fréquence des différents événements, avec tous les impacts qui sont associés avec lesquels on est familier, donc des solutions de végétalisation qui peuvent être très importantes à ce niveau. Aussi au niveau de plusieurs enjeux, au niveau de la santé publique, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, un climat plus chaud, des périodes plus chaudes s'accompagnent généralement d'une aggravation des problèmes de pollution atmosphérique, les vagues de chaleur qui viennent aggraver aussi l'effet d'îlot thermique urbain, les problèmes aussi associés à la qualité et la quantité d'eau possible et plusieurs maladies vectorielles également. Ce que je voulais juste faire pour aller assez rapidement, c'est juste rappeler en fait que l'adaptation ressemble à plusieurs choses. C'est plusieurs solutions qui peuvent être introduites tout au long du cycle de vie d'un projet. Par exemple, que ce soit avant, pendant ou après la construction, on peut imaginer des solutions pour venir s'adapter au changement climatique et surtout que ça va se faire au travers de plusieurs différentes façons, passant de la sensibilisation par la mise en place de différentes politiques, de normes et de règlements aussi, plusieurs outils d'aide à la décision, et jusqu'à, par exemple, un meilleur suivi, en fait, des projets qu'on met en place, sans oublier, évidemment, que ça implique toujours, et c'est pour ça que j'aime bien qu'on revienne souvent avec le terme
multidisciplinaire, en fait, dans le cadre de ce colloque, que ça implique toujours beaucoup de personnes, de groupes, d'individus, de gouvernements et ainsi de suite, et qu'il y a toujours des enjeux de réduction aussi de gaz à effet de serre à chacune de ces étapes. Juste très rapidement pour parler de quelques outils sur lesquels on travaille, juste pour mentionner qu'il existe plusieurs ouvrages pour résumer un peu l'information climatique en lien avec des thématiques qui sont où c'est pertinent, donc la forêt, l'agriculture. Il y en a aussi sur la biodiversité. Si vous allez sur notre site Internet, vous aurez accès à cette information-là. Un outil d'aide à la décision développé au travers de projets avec Daniel Dagenet de l'Université de Montréal et son équipe de recherche. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a de l'information sur notre site Internet et je vais plutôt, en fait, aller très rapidement aux conclusions, juste pour mentionner aussi qu'on a aussi collaboré à un projet de développement, d'élaboration d'un guide normatif avec le Bureau de normalisation du Québec, l'Institut national de santé publique, le ministère des Affaires municipales, la Ville de Montréal, pour un projet pour réaménager les aires de stationnement, pour lutter non seulement contre les îlots de chaleur, mais aussi pour assurer une meilleure gestion des eaux de pluie. Je passe au travers rapidement de projets qui ont été financés par l'Institut national de santé publique pour en arriver à ma conclusion. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, ce que je voulais essayer de montrer au travers de cette présentation, c'était vraiment pour montrer qu'en fait, le climat change et qu'il y a des impacts qui se feront sentir, qui commencent à se faire sentir et qui vont continuer à se faire sentir, qu'il y a à la fois des impacts pour les végétaux, donc directement par les conditions climatiques pour les végétaux, mais que le fait de développer des systèmes végétalisés, le rôle des architectes paysagistes pour amener des solutions et la mise en œuvre des solutions d'adaptation, elle est très importante. Donc, il faut vraiment le comprendre sur ces deux plans. Il faut aussi comprendre que on comprend les grandes tendances, on a une bonne idée de vers où on s'en va. On n'est pas certain, en fait, de ces jusqu'où, en fait, quelle sera l'ampleur des changements climatiques, mais il faut néanmoins s'adapter, en fait, entamer le processus d'adaptation. Et que cette adaptation va vraiment passer par des solutions très interdisciplinaires. Donc, il faut comprendre son rôle, le rôle de l'architecte paysagiste, mais aussi être en mesure de travailler avec d'autres types d'expertise, d'autres différents acteurs de l'adaptation. Et je dirais que c'est probablement là le plus grand défi, comment s'insérer donc à l'intérieur de groupes très multidisciplinaires. Et moi, j'essaie toujours de voir l'adaptation comme vraiment un levier potentiel, une opportunité formidable, en fait, pour des solutions, des pratiques beaucoup plus durables d'aménagement du territoire. Merci. Désolée. Merci beaucoup, Mme Larrivée. Restez au micro parce qu'on a peut-être des questions dans la salle. Alors, moi, en vous écoutant, je pensais aux cartes postales anciennes, puis on voit des énormes bancs de neige dans la ville de Québec. Je me dis, aujourd'hui, on en voit encore, mais ça dépend des arrondissements. Donc, peut-être s'amener à disparaître, là, parce que... En tout cas... Donc, mais plus sérieusement, ce que j'ai compris de votre présentation, c'est qu'il y a le temps des villes, puis le temps du paysage, c'est un temps qui est long. Puis je pense que vos projections de 2041 à 2070 sont très intéressantes à cet effet. Puis je me demandais, puis c'est peut-être la question que je poserais aux gens dans la salle, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez au cycle de vie du projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Je sais qu'il y a un stationnement de Daniel Arbour et associés. Est-ce que Lucie Saint-Pierre est dans la salle? Connaît-elle le projet? Donc, la question générale, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez au temps long de votre projet, au cycle de vie du projet? Attention, parce que je vais en nommer un autre. Est-ce que M. Lefebvre est dans la salle? Chez Rousseau-Lefebvre? Non? Ou sinon, toute autre question. Allez-y. Oui, peut-être juste revenir environ 6 diapositives en arrière. Ces projets-là ou les projets avant? Parce qu'il y a les projets de recherche et d'aide à la décision, et puis il y a des projets... En fait, ce que je voulais montrer, et en fait, c'est vraiment par nos collaborateurs à l'Institut national de santé publique. On n'était pas impliqués dans les projets, mais ça visait vraiment à
à montrer très concrètement, en fait, à quoi peut ressembler ces projets. Donc, sur la base, en fait, on reconnaît que les systèmes végétalisés sont... j'utilise le terme, je suis désolée si ce n'est pas un terme acceptable ou approprié, mais l'idée, c'était vraiment juste de montrer, en fait, on reconnaît, on a développé, nous, au travers de nos projets de recherche, des outils pour aider à décider, des cadres normatifs pour aider à encadrer la pratique, mais l'INSPQ a voulu, au travers d'une action, du plan d'action sur les changements climatiques, faire des projets pilotes pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, il y a un projet qui a été fait, il y en a plusieurs, et puis j'en ai pris que sur l'île de Montréal, mais en fait, il y en a autrement. Un projet de parc à l'école Calixa-la-Vallée à Montréal-Nord pour montrer qu'en fait, une zone très imperméabilisée où il n'y avait rien, en fait, le projet visait plusieurs choses, à créer des espaces agréables pour être utilisés, mais ils en ont profité aussi pour tester des matériaux un peu plus innovants, des pavages plus réfléchissants, des pavages peut-être plus imperméables, différents types de végétaux, une diversité aussi, et montrer que même dans des aires de stationnement, même en optimisant en fait les endroits où on pouvait venir insérer ces systèmes, en fait, il fallait le faire, en fait, que c'était bénéfique et qu'il y avait des bonnes retombées, en fait. Donc, vraiment changer le cadre de vie tout en contribuant à lutter donc, contre les changements climatiques. Un autre projet, en fait, avec lequel vous êtes probablement très familier autour des habitations Jeanne-Mance pour aussi, encore une fois, changer le cadre et vraiment venir insérer donc des systèmes qui à la fois permettent donc de réduire les îlots de chaleur, de mieux gérer les eaux de pluie, mais aussi qui améliorent plus généralement le cadre de vie. Et l'autre projet que je voulais montrer, en fait, c'était les îlots de fraîcheur à la Chine pour juste montrer, en fait, que même les tout petits espaces, il y a un potentiel énorme et ça vaut vraiment la peine, en fait, de venir essayer d'optimiser le plus possible, d'utiliser tous les espaces possibles. Chaque intervention joue un rôle important. L'idée ici, c'est que si on parvient à... En fait, peut-être que chacun individuellement n'a pas un énorme rôle, mais c'est par le déploiement à vraiment grande échelle où là, on commence à avoir un effet très important.